What's up guys, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un autre review vraiment sick, le BMW Supra. Ah shit. What's up guys, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un review que je voulais faire depuis un bon bout de temps. Toyota Supra MK5. J'ai eu la chance, quand le Supra est arrivé au Canada, quand ils ont commencé les premières ventes, j'ai eu la chance d'être derrière le volant sur le circuit du char pour m'amuser. Mais là, on est loin d'être stock. Vraiment loin d'être stock. On a encore la mécanique d'origine parce que non, on n'a pas swappé un 2JZ parce que tant qu'à moi, c'est pas logique ou worth it de swapper un 2J parce que le B58 de BMW, parce qu'on va pas se le cacher, c'est une mécanique BMW. Le B58, le 3 litres turbo inline 6, qui est ce monstre de moteur-là, est insane. Les chiffres d'origine avec le B58, ils claiment qu'on a 358 horsepower d'origine. Puis, contrairement au fameux Supra MK4 qui d'origine sortait le 1000 HP, là. On s'entend, MK4, MK5, non, il n'y a peut-être pas eu un super gros gain de puissance from factory, mais une grosse différence avec les chiffres que Toyota affiche, puis les chiffres qui sont dans la vraie vie. Les gars, en fait, ils embarquent leur MK5 complètement stock sur le dyno entre 340 et 350 wheel HP. Donc, c'est plus que ce qu'ils claiment. Tantôt, j'ai fait 2-3 accélérations. Puis avec ce turbo-là, on entend l'induction d'air spouler excessivement fort parce qu'on n'a pas d'air intake. On a le gros 64-66 mm, un turbo guard, puis that's it. Donc, on ouvre l'engine bay, on le voit très bien en évidence. Parlons de transition, quelque chose qui a fait beaucoup jaser. Toyota n'offre pas la fameuse transition manuelle qu'ils ont toujours offert dans les Supra. Ce véhicule-là, il vient simplement avec une transition automatique ZF de 8 vitesses qui fait vraiment bien la job parce que le dernier Supra que j'ai conduit, c'était un MK4 qui avait plus ou moins le même power. Il avait sorti 580 quelques wheel HP avec une transition manuelle, conduite à gauche. Puis celui-ci, on est plus ou moins dans les mêmes chiffres. On a une transition automatique, mais God, c'est capable de mettre le power down beaucoup plus facilement. Puis on n'a pas de lag entre toutes les shifts. Tu pèses la palette, ça shift excessivement rapidement. C'est très efficace. Il y a les rev match aussi. Donc, quand on downshift, il n'y a pas le lag puis un glissement de clutch. Dans le fond, ça shift d'une gear à l'autre. 7, 6, 5, 4, 3. Vraiment efficace. 2. Si on veut faire un full pull, mettre le 600 wheel HP au sol, il faut tout enlever. Puis qu'on enlève tout, c'est un petit peu dur de mettre la puissance au sol avant 140, 155 km/h, je te dirais, parce que on a bien du power. Puis on a un petit feature qui n'est pas d'origine, assez plaisant d'affaire. On a un bouton ici à peser, on le pèse. Wouh! Ça, c'est un rolling anti-lag. C'est vraiment sick. Une petite option que le propriétaire s'est mis avec EcuTech, puis vraiment génial. Côté intérieur, on a vraiment changé. On est loin du cockpit Fighter Jet qu'il y avait dans les Supra MK4. Là. On est dans un intérieur très BMW, on s'entend très européen. C'est pas une mauvaise chose en soi, parce qu'il y a bien du monde qui dit « Ouais, c'est pas un vrai Supra, t'as pas le 2 jet, c'est allemand, blablabla. » Mais est-ce qu'il y a vraiment un problème à avoir un BMW? On s'entend, ils font des bons intérieurs, ils font des bons moteurs, ils font des bons châssis, ça a un bon handling avec la suspension, etc. Les intérieurs sont bien. On a mis du carbone un petit peu partout. La console centrale ici est en carbone, on a des palettes derrière le volant, on les a extend puisque d'origine c'est juste un petit aluminium, plastique en fait, plastique gris qui ressemble à l'aluminium. Là on a des palettes extender comme vous allez pouvoir dans énormément de véhicules avec des paddle shift. En carbone, on a des inserts un petit peu partout, proche du coffre à gants. By the way, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre à gants? C'est quand même assez intéressant. Je vous montre ça juste ici. Donc, on a des gauges puis des affaires de fun, parce que l'auto roule au 94, mais aussi avec une injection, pas de water met, de met, dans le fond, à 100% qui est injecté. Donc, on parlera ça un petit peu plus tard. Là, je garde ça.
secret. Quelque chose qui est vraiment awkward avec Toyota, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire. Si vous voyez, là, on a mon intérieur de porte qui est rouge à côté de moi. L'intérieur de porte passager est noir. Ils se sont dit, on met tout rouge, chauffe tout ce qui se passe à droite du véhicule. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça bizarre. On peut croire que c'est un défaut de fabrication, de manufacturier, mais non, c'est d'origine. Toutes les Supra qui ont l'intérieur spec qui est rouge, c'est comme ça. Côté extérieur, l'auto est upgradable. On peut mettre des wide body, on peut mettre des lips, on peut mettre du carbone everywhere. Puis justement, le propriétaire il a décidé de faire ça, c'est-à-dire mettre du carbone partout. On n'a pas de wide body. Le stock body dans le Gabon est assez large. Je peux mettre de bons pneus. En avant, on est sur du 2,75 en arrière, du 2,95, 20 par 10 en avant, 20 par 11 à l'arrière. Donc, pas besoin d'un wide body pour ça, c'est sûr. On gagne un peu plus pour le look. Mais là, on est allé simplement avec des touches de carbone, du drip de carbone everywhere avec la compagnie Rex Speed qui font énormément de pièces de carbone pour le véhicule. Fait que ça tire plus si les fenêtres baissées. Ben, ça tire pas plus, c'est juste ça t'a réveillé, right? Côté freinage aussi, ça, je n'en ai pas parlé. On a du 4 pistons à l'avant, single piston à l'arrière. C'est pas du Brembo avant-arrière super beau, mais c'est efficace. On track, je sais que le véhicule stock, quand on pousse énormément la voiture, a besoin d'un pad légèrement plus agressif parce que le initial bite, la prise du pad sur le disque en appui sur le frein n'est pas si direct que ça. Puis ils ont tendance à avoir assez chaud, donc un upgrade de fluide de frein avec des lignes en stainless, c'est pas du luxe. Surtout à ce power-là. Mais sur la route, pas vraiment de problème avec ça. Dans les routes twisties, ce qu'on fait aujourd'hui, pas vraiment de problème non plus. Donc, je suis pas à plaindre là-dessus. En ce moment, là, même si on est sur le chemin public, on a quand même moyen de s'amuser. On est dans des twisties, c'est le fun. On sent la suspension travailler. On sent le châssis aussi. Ça travaille excessivement bien. L'auto est planté au sol. Elle se conduit. C'est génial la conduite. On a un châssis excessivement stiff. L'auto est plus stiff que la Lexus Elephant. Donc, c'est pas peu dire qu'on parle d'un supercar, un super GT au-dessus des demi-millions de dollars. Puis, on a une répartition de poids de 50-50. Donc, ça, ce qui fait en sorte, c'est qu'on a des caractéristiques assez agiles du véhicule. Puis, comme j'ai dit plus tôt, on a un wheelbase un petit peu plus short que le Toyota 86. Donc, c'est déjà un véhicule assez petit. Donc, là, on raccourcit le wheelbase à un 86. On y met 155 horsepower de plus d'origine qu'un 86. En ce moment, on a quasiment doublé ça, là, on s'entend. Puis, wow! C'est une recette pour avoir énormément de fun. Donc, assez parlé mécanique, assez parlé de puissance. Là, vous voulez le voir un petit peu plus en action, j'imagine. On va faire un petit départ arrêté, un bon vieux launch control. Checkez bien ça. On va se dire, aucun véhicule est parfait. Ce véhicule-ci est loin de la perfection, mais pour ce qu'il offre, pour le price tag, everything, c'est quand même très, très bien. Il n'y a pas de bouton pour ouvrir la valise en arrière. C'est tantôt quand je devais charger des choses dans la valise. C'est soit la clé ou on a un bouton dans le bas de la porte. C'est pas grand-chose, mais bon, si je veux me plaindre après quelque chose, je peux me plaindre après ça. Il y en a qui vont se plaindre que c'est pas manuel. Moi, je m'en plains pas, surtout pas à ce power-là. Peut-être que d'origine ou autour de 400 wheels, je te dirais, ça aurait été le fun, une manuel. Mais pour vrai, quand tu commences à avoir du gros horsepower puis tu as un power band piqué, tu veux rester dans le boost en tout temps. Donc, transition automatique ou une double clutch, tant qu'à moi, c'est assez à la place quand tu as du gros horsepower. Sinon, la visibilité. Visibilité dans le véhicule, je peux catégoriser ça de legit, atroce. On voit pas super bien. En avant, on voit bien, c'est correct. De chaque côté, les fenêtres, c'est pas si mal. Angle mort en arrière à droite, désastreux. On voit pas grand-chose. Le bas-glace, on peut voir à travers le miroir central, mais sinon, si tu te retournes, on voit pas énormément parce qu'on a aussi un ducktail sur le véhicule, donc ça nous coupe un petit peu de vision derrière soi. Donc, quand un véhicule qui est moindrement proche de toi, c'est dur de voir les headlights du véhicule devant. Donc, difficile de remarquer si c'est un
Charger, un Taurus, un Explorer. C'est tous ces véhicules-là, vous savez pourquoi on regarde dans le miroir quand on les voit justement. Donc, faut faire attention. Quelque chose qui est relativement gossant, relativement dérangeant avec ce véhicule-là, c'est qu'au-dessus de 60, peut-être 70 km/h, si on roule avec les fenêtres baissées pour écouter l'exhaust, la note d'exhaust d'origine ou celle-ci qui est aftermarket, on a un gros son sourd devant qui rentre et qui sort du véhicule. Tu as vraiment l'impression d'avoir un hélicoptère qui start littéralement derrière toi. Ça fait un gros bruit sourd, ça devient quasiment insupportable quand tu approches 120-130 km/h. J'ai roulé sur une track, même avec un casque. On l'entend énormément. Donc, une petite modification aftermarket que les propriétaires font, ou du moins que ceux que ça les dérange trop et qui veulent profiter du son de leur char ou simplement rouler les fenêtres baissées en été. On les voit un petit peu sur le côté des miroirs. C'est des wing mirrors ou des déflecteurs de vent pour les miroirs à l'avant. Ce qui fait en sorte qu'il y a moins d'air qui rentre dans la cabine. Donc, on élimine le son sourd d'hélicoptère qui fait un bowl juste derrière toi dans le hatchback. Puis, on est dans le range de prix de Porsche Cayman. Je suis pas en train de dire que le Supra est supérieur à Porsche parce que, on va se dire, Porsche et Porsche. Ils ont une bonne place dans mon cœur, Porsche. Mais, quelque chose que je suis prêt à dire, que je pèse mes mots, le potentiel du véhicule, overall, que ce soit les commodités, que ce soit on-track, quart de mille, des twisties, Nürburgring, everything, je pense que le Supra MK5 est supérieur à un Cayman côté potentiel. Est-ce que je suis déçu que l'auto s'appelle Toyota Supra? Je suis pas prêt à dire que je suis déçu. Si j'ai été surpris en voyant le 16 la première fois, absolument. Parce que le Supra MK4 est beaucoup plus gros que le MK5. Puis tant qu'à moi, avec la légende des trois véhicules japonais, qu'on a les GT-R, NSX et Supra, la Supra, tant qu'à moi, elle a toujours été la GT, la petite grosse du lot. Celle-ci, quand on compare avec le GT-R actuel, le R35 puis la nouvelle NSX avec la mécanique hybride, on est vraiment loin du 16. Donc, peut-être qu'ils auraient dû l'appeler avec un autre nom. Ou simplement, peut-être qu'ils auraient dû être un peu plus fidèles au premier render, au premier concept car qui était la Toyota FT1 qui, à mon avis, était insane. Elle avait peut-être pas le droit, mais elle aurait peut-être mieux mérité son titre de Supra étant un petit peu plus grande, un peu plus GT, un peu plus race car. Celle-ci, qui l'appelle Supra, qui l'appelle 86, qui l'appelle whatever. Je suis content d'avoir conduit ce véhicule-là parce que, en soi, ça reste un véhicule insane. Puis, non, on n'a plus le 2JL, on n'a pas une mécanique Toyota ou techniquement, on n'a plus une mécanique Yamaha parce que le 2JL vient du constructeur de piano Yamaha. Le temps évolue, les choses évoluent. On n'a plus d'RB26 dans les nouveaux GT-R. Puis, dans la NSX, on est rendu une 4 roues motrices avec un power plant hybride. Même principe, on n'a plus de 2JL ou on n'a pas eu de 3JL avec ce véhicule-là. Puis, je suis pas mad. Parce qu'on fait quand même 600 wheel HP avec un kit turbo semi-Bolton. Ça, c'est génial. Donc, malheureusement, guys, cette journée en Supra MK5 s'achève et la vidéo aussi. Donc, comme à l'habitude, en fin de vidéo, on fait le YouTube stuff habituel. On like la vidéo, on s'abonne à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, comme ça, vous n'allez pas manquer mes updates. Puis, une dernière chose, commentez. Dites-moi si vous aimez le Supra MK5 ou vous préférez le Supra MK4. Laissez ça en commentaire, guys. Ciao! Tranquillement. Je sais pas s'il a pogné une buzz ou il a flashé ses autres, puisqu'il les a flashés juste une fois. La popo? Non, pas la popo, le BM qui a passé. Ah, c'était peut-être un halo parce que moi aussi j'ai un BMW.